Bonjour. En préambule, on voudrait vous lire un texte de Gaston Bachelard, extrait du livre « Le droit de rêver ». C'est un texte qui s'intitule « L'espace onirique ». Dans quel espace vivent nos rêves? Quel est le dynamisme de notre vie nocturne? L'espace de notre sommeil est-il vraiment un espace de repos? N'a-t-il pas plutôt un mouvement incessant et confus? Sur tous ces problèmes, nous avons peu de lumière, parce que nous ne retrouvons le jour venu que des fragments d'espace onirique. Nous les juxtaposons après coup dans les cadres géométriques de l'espace clair. Du rêve, nous faisons ainsi une anatomie en pièces mortes. Nous perdons ainsi la possibilité d'étudier toutes les fonctions de la physiologie du repos. Des transformations oniriques, nous ne retenons guère que les stations. Et c'est cependant la transformation, les transformations qui font de l'espace onirique le lieu même des mouvements imaginés. Peut-être comprendrions-nous mieux ces mouvements intimes, aux houles et aux vagues sans nombre, si nous pouvions désigner ou distinguer les deux grandes marées qui, tour à tour, nous emportent au centre de la nuit et nous rendent ensuite à la clarté et à l'activité du jour. Car la nuit du bon sommeil a un centre, un minuit psychique où germent des vertus d'origine. Et c'est d'abord vers ce centre que l'espace onirique se rétracte. Et c'est ensuite à partir de ce centre germinateur que l'espace se dilate et se structure. À peine entrons-nous dans le sommeil que l'espace s'amortit et s'endort. S'endort un peu en avance sur nous-mêmes, perdant ses fibres et ses liens, perdant ses forces de structure, ses cohérences géométriques. L'espace où nous allons vivre nos heures nocturnes n'a plus de lointain. Il est la toute proche synthèse des choses et de nous-mêmes. Rêvons-nous d'un objet, nous entrons dans cet objet comme en une coquille. Notre espace onirique a toujours un coefficient central. Parfois, dans nos rêves de vol, nous croyons aller bien haut, mais nous ne sommes alors qu'un peu de matière volante. Et les cieux que nous escaladons sont des cieux tout intimes, des désirs, des espoirs, des orgueils. Merci beaucoup Grégoire. Grégoire, il est libraire, il est lecteur, il est auteur, il sait tout faire. Alors après la table ronde toute masculine que nous avons eue tout à l'heure, nous allons accueillir une discussion, un échange tout féminin avec Isabelle Alfandari et Anne Muxel. Bonjour à tous et à toutes. Isabelle Alfandari, je suis évidemment très, très heureuse de t'accueillir. On va se tutoyer parce que nous nous connaissons et ce sera plus facile, moins artificiel, de t'accueillir donc pour évoquer maintenant la question du rêve et de l'interprétation des rêves dans la psychanalyse et plus particulièrement donc dans la théorie de Freud, de l'interprétation des rêves. Alors, avant de commencer cet entretien, je voudrais rapidement te présenter. Tu es philosophe, psychanalyste, mais aussi spécialiste de littérature américaine, de poésie. Tu as beaucoup écrit sur ces sujets, sur ces questions. Et donc, tu travailles à la croisée de plusieurs disciplines, ce qui me semble est très, très utile pour aborder cette question du rêve et de la place du rêve dans nos vies. Tu as publié un dernier ouvrage qui s'appelle « Science et fiction » chez Freud, quelle épistémologie pour la psychanalyse, donc qui est un ouvrage qui vient de paraître, et tu es par ailleurs membre de la Société de psychanalyse freudienne. Voilà, alors avant
de plonger dans cet entretien et dans les questions que je souhaiterais te poser. Je voudrais dans un premier temps te faire réagir au titre même de ces entretiens. Oser rêver en tant que psychanalyste, là, pour le coup, je crois qu'on serait ravis de d'entendre une première réaction avant même de passer après au déroulé de l'entretien. Merci, bonjour, je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour répondre à ta question, je ferai une double réponse. Je dirais d'abord que du point de vue du rêve dont il va être question, du rêve de la psychanalyse, qui est surtout, du rêve freudien, qui est surtout le rêve nocturne, en fait, on pourrait commencer par se dire « oser rêver », c'est une formule qui ne correspond pas bien à ce qu'est le rêve nocturne. Parce que le rêve nocturne, lorsque nous sommes plongés dans le sommeil, nous n'en décidons pas. On sait qu'il existe une toute petite catégorie de rêveurs qui sont en ce moment l'objet d'études comme ça, des neurobiologistes qui peuvent s'auto-guider dans leurs propres rêves, décider de rêver de l'objet dont ils souhaitent rêver. Mais pour la plupart des rêveurs que nous sommes, en tout cas en ce qui me concerne, je ne sais pas, lorsque je m'endors, de quoi je vais rêver. Quand même, je m'en souviens. Donc, oser rêver, ça a l'air de résonner de manière un peu contre-intuitive, si j'ose dire, avec la psychanalyse, puisque le rêve freudien dont il va être question un peu maintenant, c'est un rêve qui, justement, est tramé d'inconscient et qui n'est donc pas éligible à un mouvement de la volonté. On ne peut pas décider. Or, oser, c'est un mouvement qui, en tout cas, tel qu'on peut l'entendre, comme ça, relève de l'exercice d'une volonté. Donc, oser rêver, a priori, ça n'a pas l'air très psychanalytique. Et à la fois, si on regarde, et on va peut-être essayer de le faire un tout petit peu aujourd'hui, ce que Freud entend par l'interprétation du rêve, en tant que le rêve est implicitement, inséparablement lié avec ce que Freud appelle la censure, c'est-à-dire des forces de résistance qui empêchent le rêveur de rêver exactement ce qu'il souhaite rêver, oser rêver, ce serait peut-être la meilleure définition du rêve freudien. Parce que dans le rêve, il y a, on pourrait dire, une résistance, pas du tout au sens psychanalytique, mais au sens où on l'entend habituellement, une audace, en fait, qui est celle du désir, on pourrait dire. Donc le rêve, y compris psychanalytique, en fait, il est du côté de ce qui est osé, dans tous les sens du terme, et peut-être on va s'expliquer sur ce terme. Merci. Donc, oui, du coup, à t'entendre, on pourrait dire que finalement, oser rêver, c'est en tout cas aussi oser interpréter. Et la psychanalyse, c'est oser interpréter. Et Freud, avec l'interprétation des rêves, un livre qu'il a publié fin 1899, ou voilà, vraiment charnière 1900, voilà, en fait, il nous propose une grille de lecture, mais qui est aussi une voie d'accès à l'inconscient, hein, au travers du rêve, en osant interpréter, en osant effectivement nous proposer cette grille d'interprétation. Alors voilà, là du coup j'en viens donc à cette première question. Quelle est la place et le sens du rêve dans la découverte freudienne? Alors peut-être juste pour reprendre cette affaire de oser rêver et l'appliquer à Freud lui-même, je dirais que Freud fait du rêve un usage très osé. Pour une double raison. D'abord parce que Freud va oser, dans l'interprétation du rêve, dont vous savez sans doute que c'est en fait l'ouvrage sans doute le plus important de Freud, celui où il découvre l'inconscient, il va interpréter essentiellement ses propres rêves. Pas tout à fait seulement ses propres rêves, mais essentiellement ses propres rêves. Il faut le faire quand même. Freud est un médecin de formation, il est neurologue, il a une formation classique, c'est un homme des Lumières, et il s'avance à partir en 1900, lorsqu'il publie l'interprétation du rêve, dans ce qu'on a appelé son auto-analyse, c'est-à-dire le mouvement par lequel, au fond, il découvre l'inconscient, et il commence son auto-analyse en transmettant ses rêves au lecteur. Et il donne accès, le premier rêve, le fameux rêve de l'injection faite à Irma, c'est un rêve où Freud se dévoile, dévoile son rêve, les pensées de son rêve. Donc c'est quand même assez osé, si on y réfléchit. Et puis ce qu'il y a de très osé aussi, et ça, j'en viens à ta question, c'est que Freud non seulement ose montrer ses rêves, enfin les transmettre, les livrer au lecteur et les interpréter sous leurs yeux, sous ses yeux, au lecteur, mais en plus, il ose, dans un mouvement quand même très très audacieux, c'est rien de le dire, fonder une science nouvelle sur le rêve.
Et c'est ça la grande nouveauté freudienne. C'est que Freud sait très bien que le rêve est depuis, il le rappelle, depuis Joseph, depuis les temps les plus anciens, depuis Joseph interprétant les rêves de Pharaon, est l'objet d'interprétation. C'est très ancien l'interprétation du rêve et c'est commun, sans doute, je ne sais pas si c'est un invariant anthropologique, mais en tout cas c'est commun à l'essentiel, si ce n'est la totalité des cultures, qui depuis toujours s'intéressent à l'énigme du rêve. Mais Freud, il ne va pas simplement interpréter le rêve comme d'autres, si j'ose dire, il va faire ce geste d'une extrême audace, qui est de dire que le rêve sera ce sur quoi la science nouvelle qu'il appelle la psychanalyse va être fondée. La psychanalyse, elle est posée comme science des rêves. Et là, on a l'impression d'une contradiction dans les termes. Comment est-ce qu'une science pourrait relever d'une chose aussi incorporelle, aussi bizarre, aussi mystérieuse, aussi nocturne que les rêves? Et c'est ça le mouvement freudien. Et c'est le mouvement premier. C'est d'une radicalité et d'une audace, en fait, on pourrait dire extrême. D'autant que le rêve, mais vous le savez si vous savez un peu ce qu'est l'analyse, c'est vraiment ce qu'il y a de central à la psychanalyse freudienne. C'est par là que Freud fonde la psychanalyse. C'est avec le rêve que Freud imagine, si j'ose dire, mais dans un sens bachelardien, l'hypothèse de l'inconscient. Parce que l'inconscient que Freud découvre dans le rêve, ça n'est pas un objet d'expérience. On ne va jamais, même si on faisait des IRM, et Freud, bien avant l'IRM, le savait, identifier une partie du cerveau. Freud a disséqué des cerveaux. On ne va jamais identifier une partie du cerveau qui s'appelle l'inconscient. L'inconscient, ça ne va jamais se retrouver sous une lamelle de microscope. Donc l'inconscient, c'est une idée, on pourrait dire, un concept, un principe, mais Freud y accède par le rêve. En fait, Freud se dit, il y a dans le rêve quelque chose à prendre très au sérieux, qui n'est pas juste, si j'ose dire, poétique, qui l'est aussi, mais pas seulement, et qui dit quelque chose du sujet de très profond, de très vrai et de très logique. Et l'interprétation du rêve, le livre qu'il écrit, c'est une manière de faire valoir une science du rêve, c'est-à-dire une interprétation qui est fondée sur une logicité. Le rêve, il n'est pas pour rien. Même s'il est bizarre, s'il est explosé, s'il est lacunaire, si vous l'oubliez dans le cours de la journée, même si vous pensez que vous allez bien vous en souvenir, Freud dit que le rêve est un témoignage tout à fait particulier auquel il faut prêter une attention tout à fait singulière. Parce que si on le regarde de près, on en tire des enseignements qui sont tout à fait intéressants et qui intéressent profondément la personne du sujet. Voilà. Donc, en fait, le rêve, pour Freud, c'est ce qu'il va appeler, d'un mot célèbre, la voie royale vers l'inconscient. C'est-à-dire, l'inconscient, encore une fois, ce n'est pas une chose, et les psychanalystes ne l'ont jamais rencontré, donc tout le monde peut être tranquille de ce côté-là. En revanche, il y a quelque chose comme une espèce de lieu, mais qui est un non-lieu, qui n'est pas, encore une fois, corporel, psychique très ancien, où des motions, des inscriptions très très anciennes, infantiles, ont été refoulées, mais auxquelles le sujet n'aura jamais un accès direct. C'est ça l'hypothèse de l'inconscient, et dont le rêve est le témoignage le plus précieux. Il y a d'autres témoignages indirects de l'inconscient, que peut-être vous connaissez, le lapsus, l'acte manqué, quand je dis un mot pour un autre, quand je m'enferme chez moi avec mes clés à l'extérieur alors que j'ai besoin d'aller faire une chose extrêmement importante. Bon, tout ça, Freud dit, sont des témoignages de l'inconscient, mais le plus intéressant, le plus précieux, c'est le rêve. Et Freud dit, il est d'autant plus précieux qu'il concerne absolument tout le monde. Les enfants rêvent, les adultes rêvent, les nerveux, comme dit Freud, rêvent, les gens qui ont des maladies mentales, entre guillemets, rêvent, comme les non-nerveux. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas de rêve malade ou de rêve sain. Tout le monde rêve, et les rêves sont toujours significatifs de quelque chose de très profond et de très décisif dans l'histoire du sujet. Parce qu'en fait, dit Freud, le rêve, alors peut-être j'en dis juste un mot, comment ça marche? Et Freud s'intéresse, bon, il regarde ses propres rêves, donc si vous êtes intéressé à aller regarder l'interprétation du rêve, et même ce premier rêve, il est très intéressant, de l'injection faite à Irma, il est aussi très intéressant parce que Freud, en fait, narre son rêve. Donc, il commence par se rendre compte qu'un rêve, c'est une chose très étrange, phénoménologiquement, comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est une hallucination, en fait, un rêve. Ce ne sont pas des paroles, c'est des images, un rêve. Et au moment où le rêveur se réveille, il transforme ces images, qui ont sans doute, on sait maintenant neurologiquement, duré quelques secondes, il les transforme en mots, en syntagmes, enfin en phrases, quoi. Et donc Freud consigne
ce premier rêve de l'injection faite à Irma, et puis, phrase après phrase du rêve, il interprète. C'est-à-dire, et c'est peut-être pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est interpréter les rêves? C'est pas avoir une espèce de savoir surplombant, voilà. Il laisse aller, par association libre, sa pensée. Que lui inspirent les phrases les plus étranges, les situations les plus interlopes, et il associe librement, on pourrait dire. Et de fil en aiguille, il s'aperçoit que chaque phrase déclenche des pensées conscientes, qui au début sont un peu vagues, et puis il va identifier que quelque chose se précise, finalement que ces phrases, elles finissent par faire pointer vers une espèce de dimension. Il dit, à la fin de son interprétation, ce rêve m'a vengé. Dans ce rêve, je me suis vengée. Et de ma patiente et de mon collègue. Bon. Voilà. Donc c'est ça le rêve. Et comment ça marche? Et ça aussi, c'est dans l'interprétation du rêve que c'est écrit, que c'est décrit de manière très argumentée. Le rêve, dit Freud, c'est sous l'effet de ce qu'on appelle des restes diurnes, c'est-à-dire des toutes petites perceptions dans la journée, et peut-être que vous en avez l'expérience, souvent on en a l'expérience, vous passez une journée, il vous arrive des tas de choses ordinaires, si j'ose dire, et puis vous vous endormez, vous rêvez, et en vous réveillant, vous vous apercevez que dans votre rêve, il y a un élément de la journée précédente auquel vous n'aviez peut-être même pas prêté attention. Ça peut être un élément microscopique, une porte qui s'ouvre, qui a donné lieu à une pensée, qui a été recouverte, et dans le rêve, la porte se rouvre, si j'ose dire. Voilà. Donc Freud dit, il y a des restes diurnes, il y a des toutes petites perceptions infraconscientes qui opèrent, comme ça, dans les rêves, qu'on retrouve dans les rêves, et qui, dit Freud, vont chercher des souvenirs, font écho, capitalisent sur des souvenirs très, 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 très anciens, qui sont souvent des souvenirs infantiles. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc il y a une espèce d'activateur qui est une petite perception, souvent, pas toujours. Et puis, il y a des souvenirs qui sont insus, parce que ce n'est pas forcément des souvenirs conscients. Mais en tout cas, ce que Freud appelle ces souvenirs, c'est des espèces de motions très, très anciennes, et dont Freud fait l'hypothèse qu'elles viennent de l'enfance. Oui, alors justement, là, à t'entendre et effectivement à remobiliser l'interprétation des rêves par Freud, on retrouve évidemment des phrases que l'on a entendues ce matin de Bachelard, quand il dit finalement, oui, l'individu, c'est le total d'un être diurne et d'un être nocturne, où il évoque aussi les fragments personnels qui se reconstituent durant la nuit. Donc ça évoque bien ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ces fragments personnels qui sont issus à la fois de cette expérience quotidienne, dont on est plus ou moins, à laquelle on est plus ou moins réceptif, en tout cas quant aux traces qu'elle va laisser, aux traces mnésiques qu'elle va laisser en nous, mais aussi cette possibilité de retourner au plus ancien, c'est-à-dire à cet infantile que l'on a évoqué dans la table ronde précédente, en distinguant l'infantile de l'enfantin. Et donc, effectivement, retourner à la source de cet infantile par les voies de l'inconscient, c'est donc bien cela qui est la trame, en fait, d'un rêve, voie d'accès à cet inconscient, et au travers de cette voie d'accès à cet inconscient, la possibilité de lever des symptômes, en fait, des blocages, j'utilise mes mots, mais tu vas sûrement reprendre, des inhibitions, en tout cas un mal-être, des souffrances, parfois aussi. Donc, parfois, mais pas toujours. Freud dit à peu près ceci dans l'interprétation du rêve. Il dit, un rêve, c'est quelque chose qui vise à exprimer une motion qui a contre soi de la résistance. Donc, pour Freud, un rêve... Alors, il y a des rêves qui expriment ce que tu appelles des symptômes. Il y a ce que Freud a appelé les rêves traumatiques. Il a travaillé sur les névroses de guerre, et en 1919, il a publié un article un article précisément sur cette question du traumatisme. Et Freud s'aperçoit que chez les traumatisés, de guerre notamment, il y a des névroses particulières qui s'accompagnent de cauchemars récurrents, où le rêveur revit une situation terrible qui se reproduit très souvent dans ses rêves. Des rêves récurrents qui sont des cauchemars, dit Freud. Comme si, au fond, quelque chose du traumatisme, c'est l'interprétation freudienne de ces névroses de guerre,
ne trouvait pas à s'inscrire pour le sujet, tellement c'est insupportable d'une certaine manière, que ça revient dans la nuit. Et au fond, même si, heureusement, on n'a pas fait la guerre, on peut se dire que si on a vécu un accident, parfois même un accident banal, je pense à des personnes, par exemple, qui ont vécu un accident de vélo, hein, mais un choc, voilà, eh ben, ce sont des gens qui sont éligibles à ce genre de rêve, où vous pouvez, pendant parfois des mois, voire des années, refaire un rêve, alors que même vous pensez que ça ne va pas trop mal. Un rêve récurrent un peu dur, quoi, où une scène se répète, et une scène angoissante se répète. Mais sinon, c'est vrai que le rêve a à voir avec ce que Freud appelle un conflit interne, et dont le rêveur n'est même pas conscient. Un conflit, c'est-à-dire une motion, un souhait, on pourrait dire un désir, très ancien, qui vise à s'exprimer, mais qui, pour des raisons que Freud appelle la censure, et je vais peut-être expliquer dans un instant ce que j'entends avec Freud par là, ne peut pas complètement s'exprimer. Et la manière que Freud a eu de découvrir ça, c'est de s'intéresser au rêve des enfants. Parce qu'il y a une grande différence radicale entre le rêve des enfants et le rêve des adultes. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants autour de vous, mais si on leur demande leur rêve, un peu comme le précédent intervenant qui disait que son petit-fils n'avait pas relevé ses rêves, mais si on demande leur rêve à des tout-petits qui savent parler, et Freud s'en aperçoit, il en donne un exemple, un enfant qui avait voulu manger par exemple des fraises et des framboises avant de se coucher et dont la mère avait dit qu'il n'était pas question de rajouter du sucre avant de se coucher, bon, dort, se réveille et il a rêvé de manger énormément de fraises et de framboises. Voilà. Et Freud dit ça, bon, ça fait sourire, c'est sans doute parce qu'on a rêvé de fraises et de framboises après qu'on nous en a refusé, hein, mais Freud dit ça, au fond, c'est le modèle du rêve. Hein. Simplement, c'est un modèle d'enfant. C'est un modèle sans censure. C'est le modèle du rêve, c'est-à-dire que quelque chose qui est vraiment désiré par le rêveur, hein, qui est vraiment un souhait fort, se trouve en fait accompli dans le rêve. Donc pour Freud, et ça lui a été beaucoup reproché, mais il a tenu bon, alors on pourrait en discuter, le rêve est l'accomplissement d'un souhait que Freud appelle inconscient. Voilà, il y a des rêves qui sont assez clairs. Hein. Parfois, on a vécu une grosse frustration dans la journée, un peu comme l'enfant qui n'a pas mangé ses fraises et ses framboises, et on rêve qu'on réussit quelque chose qu'on a absolument raté. Bon. Mais Freud dit, le problème du rêveur adulte, c'est qu'il n'est plus tout à fait libre, comme l'enfant, de rêver, qui se débarrasse de quelqu'un qui était sur sa route, qui mange autant de fraises et de framboises qu'il a envie. Le rêveur adulte, il est un peu limité par ce qu'on pourrait appeler, ce que Freud a appelé le surmoi, l'idéal du moi, et ce qu'il appelle la censure. Une dimension qui finalement fait qu'il y a des tas de choses qu'on désire et qu'on ne peut pas exprimer. Et dans le rêve, au moment où on s'endort et où Freud dit que finalement on se relaxe, on fait retomber les défenses du moi, de tout ce qui nous fait être des êtres civilisés, qui fait qu'on ne donne pas de coups de pied quand on n'est pas content contre quelqu'un, etc. Bon. Quand on se relaxe, que les défenses tombent, eh bien, on est repris par des motions de désir que le rêve accomplit. Voilà. Donc le rêve, ce n'est pas forcément un symptôme, mais c'est toujours la trace de quelque chose de désiré, peut-être une motion ancienne. Parfois, on ne sait pas très bien ce qui est désiré, parce que parfois, le rêve est très énigmatique. Alors, dans cette, pour te suivre sur le désir, donc, on comprend bien du coup que le rêve relève d'une aventure intime, en fait. C'est une aventure, un rêve. Il suffit, chacun d'entre nous, si on se souvient de ses rêves, oui, il y a un côté très aventurier. Donc, ce rêve comme expérience intime, est-ce que du coup... il ouvre aussi une voie d'accès à la façon dont on est avec les autres. Comment les autres sont-ils présents, les autres, le monde environnant, voilà, comment sont-ils présents dans un rêve? C'est une question sûrement un peu compliquée, mais non, c'est une question très importante. Voilà. Alors, c'est vrai que le rêve, c'est une aventure psychique, c'est une aventure interne. Parfois, on est secoué par un rêve au réveil. Soit par sa bizarrerie. Alors, Freud explique la bizarrerie du rêve. Hein. Il dit que la différence entre le rêve d'enfant et le rêve d'adulte, c'est précisément ça. C'est que comme il y a beaucoup de censure dans le rêve d'adulte, il y a l'exercice d'une censure qui empêche au désir inconscient de passer outre, finalement, la censure, eh bien, le rêve, il est défiguré, il est déformé. Donc, il vous apparaît parfois sous forme vraiment déchiquetée ou complètement absurde. Il y a des rêves complètement absurdes qu'on fait.
Mais même ces rêves absurdes, Freud dit, ils ont un sens, et un sens de souhait. Si le rêveur peut se demander à quoi il associe les pensées de son rêve, il peut être capable de retrouver, en faisant des liens parfois très, tirés par les cheveux, pour lui-même, un certain nombre de fils. Alors, et d'ailleurs, je réponds tout de suite à ta question, c'est pour dire aussi que l'interprétation du rêve, elle est impossible sans le rêveur. Il n'y a pas d'interprétation du rêve qui vient d'un tiers. Et même les psychanalystes qui écoutent les rêves de leurs patients, depuis Freud, ils ne peuvent jamais savoir le sens d'un rêve sans la collaboration du rêveur qui associe. Personne n'a accès à vos rêves, d'une certaine manière. C'est pour ça que les rêves sont des lieux tellement précieux aussi. C'est vraiment le lieu le plus intime, au fond, le plus forclos, si j'ose dire. C'est-à-dire que même si vous écoutez un rêve qui a l'air de vouloir dire quelque chose, Freud dit, et c'est ça la grande nouveauté freudienne, il n'y a pas de symbole immédiatement, universellement interprétable. Même s'il y a tel et tel symbole, même si un rêve dit telle et telle chose, un meurtre, que sais-je, ça ne veut pas dire que le sujet décide, ça ne veut pas dire que la motion du sujet est nécessairement une motion agressive. Il faut le sujet pour confirmer dans ses élaborations, dans ses associations. Donc en fait, le rêve, c'est le seul lieu finalement auquel, il y en a d'autres sans doute, mais auquel nul ne peut avoir accès que le rêveur. C'est vraiment un lieu propre, le rêve. C'est un lieu bizarre, mais c'est un lieu propre, absolument propre. Et ça, je pense qu'au moment où on parle aussi où on pose la question de oser rêver, le rêve, c'est aussi vraiment le lieu du sujet, le lieu propre, le lieu qui, au fond, ne peut absolument pas être pris d'assaut par l'autre. Sauf peut-être exception, mais j'en reparlerai peut-être un peu à la fin. Alors, pour répondre à ta question, c'est une très bonne question, parce qu'on peut se dire, oui, et d'ailleurs c'est le reproche qu'on a fait beaucoup à la psychanalyse, c'est une affaire subjective, la psychanalyse. Ben oui, ça parle des sujets, ça parle de leur enfance, et ça parle des sujets un par un, même si ça regarde le sujet dans sa famille, dans ses liens avec les autres. Mais c'est quand même, le rêve, c'est l'instant du sujet, si j'ose dire, par excellence, du sujet de l'inconscient. Donc on pourrait se dire, les autres sont absents du rêve. Et d'une certaine manière, Freud dit, dans un rêve, même s'il y a beaucoup de personnages, le rêveur est tous les personnages du rêve. Pour une raison simple, c'est que le rêveur, il est le metteur en scène inconscient de son rêve. Donc parfois, quand vous pensez à un rêve, telle personne vous fait telle chose horrible et vous pouvez lui en vouloir. D'ailleurs, souvent, c'est pour ça que vous le mettez en scène comme ça. Mais c'est vous qui rêvez. L'autre, le pauvre, il n'est pas au courant de votre rêve. Voyez ? Donc le rêve, dans le rêve, toutes les personnes sont le rêveur. Ce sont des motions intimes du rêveur qui se répètent dans les personnages. Après, même si c'est vraiment une instance et un lieu complètement privé, bien sûr que le rêve, en tant qu'il manifeste quelque chose de très profond du sujet, il n'est pas sans rapport avec toutes les personnes qui ont entouré le sujet, notamment dans son enfance. Il y a quand même des rêves qui font apparaître des personnages de l'enfance du rêveur. Et puis il y a des rêves qui, même s'ils ne font pas apparaître ces personnages, renvoient aux parents du rêveur, aux frères du rêveur, aux collègues du rêveur, à l'épouse, au conjoint, au partenaire du rêveur. Donc le rêve, il est quand même... On ne peut pas dire le rêve freudien, il est collectif. Ça non, ce serait... On voudrait, pour être, plein de bonnes intentions, mais ce ne serait pas vrai. En revanche, il est traversé par toutes les relations profondes qui ont uni le rêveur à la communauté dans laquelle il est apparu, il est né et il s'est développé. Ça, par contre, le rêve, il est le témoignage d'une relationnalité, d'une intersubjectivité immense que seul le rêveur peut décrypter. Alors, par rapport justement à cette expression d'un souhait, d'un désir, tu rappelles que le rêve est toujours un vecteur d'expression de cela. Mais du coup, on fait quelle différence, alors, c'est une question un peu profane, entre un cauchemar et un rêve? Certes, un cauchemar est un rêve, mais du coup, qu'est-ce qu'exprime un cauchemar en termes de souhait ou de rêve? Ou de souhait ou de désir, pardon. C'est une grande question freudienne, parce que Freud, qui, dans l'interprétation du rêve, avance la thèse du rêve comme réalisation du souhait. Bon, dans la traduction française, on a hésité entre souhait et désir, c'est un mot plus marqué, mais moi, je garde le mot allemand. Pour la traduction de l'allemand, je garderais plutôt souhait. C'est vrai qu'on peut se dire qu'un cauchemar, c'est le contraire d'un souhait.
Sauf que, et Freud retient cette objection et travaille très profondément cette objection pour montrer que même dans un cauchemar, de manière sous-jacente, il y a bien une dimension du souhait, fût-elle celle de l'évitement. Donc, un cauchemar peut être à la seule exception des rêves traumatiques, où là, on peut pas dire, enfin, on peut peut-être pas dire que ce qui est visé, c'est l'évitement, que le souhait serait, d'une certaine manière, l'évitement d'un événement, mais plutôt viserait à son inscription, à son enregistrement psychique. Mais on peut quand même répondre à cette objection à partir de Freud, même si ça paraît un peu étrange, et même si Freud fait, au fond, et il y a des psychanalystes aujourd'hui qui travaillent sur la question du cauchemar, fait une distinction entre rêve et cauchemar, mais il fait quand même rentrer le cauchemar sous la thèse générale de la réalisation d'un souhait inconscient. Oui, parce que tout à l'heure, on entendait Gaston Bachelard qui évoquait la syntaxe des songes, des malheurs nocturnes et diurnes de l'âme humaine. Des malheurs nocturnes et diurnes de l'âme humaine. C'était tout à fait important et intéressant ce que tu disais à propos de l'intime du rêve, c'est-à-dire du fait que le rêve n'appartient qu'à soi, et surtout que personne ne peut interpréter le rêve, personne d'autre que le rêveur lui-même. Alors certes, avec le tiers que représente l'analyse, peut-être que tu nous diras quelques mots, parce que finalement, voilà, pourquoi la psychanalyse? Il faut donc bien qu'il y ait ce tiers du psychanalyste pour que le rêveur ait accès à cette interprétation du rêve. Mais bon, tu répondras. Mais justement, nous allons maintenant aborder cette question de la façon dont les sciences sociales, en dehors de la psychanalyse, les sciences sociales peuvent traiter elles aussi de ce matériau, de ce matériau onirique, de cette production onirique. Donc il y a eu des essais récents, je pense notamment au travail de Bernard Lahire, sociologue, qui vient de faire paraître un livre sur, justement, où il prétend que les sociologues peuvent utiliser ce matériau des rêves pour en déduire des lois, des enseignements, en tout cas en matière sociologique. Hervé Mazurel aussi s'est lancé dans une grande enquête au moment du Covid, en collectant avec une psychanalyste, du reste, des rêves effectués par des individus durant la pandémie. Et puis donc là, ils ont aussi un matériau. Donc en tant qu'historien, comment traiter de ce matériau, de ce corpus. Voilà. Donc j'aurais envie que l'on vienne maintenant sur cette question de la façon dont les sciences sociales peuvent se saisir des rêves, du rêve, de ce matériau, et aussi de la théorie psychanalytique, bien évidemment, plus largement. Mais d'abord, juste cette petite question, puisque justement, personne ne peut, d'autre que soi-même, le rêveur, avec le psychanalyste, ne peut interpréter un rêve. Donc comment le sociologue et l'historien pourraient-ils s'en saisir et l'interpréter? C'est une très très bonne question, parce qu'en fait, le rêve, il est vraiment une expression propre et inconnue du rêveur. C'est ça qu'il y a du sujet. C'est ça aussi l'idée. C'est-à-dire que c'est le plus propre, c'est ça le paradoxe de l'inconscient, si j'ose dire, découvert par Freud. C'est le plus propre. C'est sans doute le plus infantile, le plus ancien, le plus archaïque, et aussi le plus inconnu pour le rêveur. Mais Freud dit clairement que sans le rêveur, il n'y a aucun rêve qui soit interprétable. Et donc tous les dictionnaires de symboles de rêve, ça vaut rien. Et c'est ça la grande nouveauté freudienne. C'est dire que ce n'est pas parce que deux rêveurs feraient un rêve qui se ressemblerait, il n'y a jamais de rêve ressemblant, mais il peut y avoir des grandes catégories de rêves. Et Freud en distingue, rêve de l'enfant mort. Bon. Mais à chaque fois, c'est un exemple bien sûr, mais à chaque fois, il n'y a que le rêveur qui, depuis ses associations à l'état d'éveil, peut interpréter le rêve. Alors, ce que tu dis est juste. En même temps, pour un rêve, il faut toujours un tiers. Ou un tiers postulé. Je vais essayer de m'expliquer. Et d'ailleurs, il a fallu un tiers pour Freud lui-même, parce que le premier rêve historique freudien, celui de l'injection faite à Irma, alors vous allez me dire, mais c'est Freud qui rêve et qui s'interprète. Oui, mais juste avant, si vous regardez le texte, Freud dit « Je demande au lecteur sa présence et le fait de s'intéresser particulièrement à tous les détails de mon histoire maintenant. » Et donc, en fait, ce qu'on comprend,
c'est que même dans l'auto-analyse freudienne, il n'y a jamais d'interprétation du rêve sans un tiers. Même un tiers postulé, même un tiers qui n'est pas là. Et donc, à l'extrême limite, vous pouvez bien interpréter vos rêves si vous pensez, pourquoi pas, les adresser à un tiers, d'accord ? À un tiers auquel vous écrivez, par exemple. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que souvent, quand les rêves sont partageables, il y a des rêves qu'on ne veut pas partager, ou il y a des rêves tellement absurdes dont on ne sait rien dire, mais quand les rêves sont partageables au réveil, si on ose raconter son rêve, on raconte à la table du petit déjeuner à ses enfants, à son conjoint, voilà, son rêve. Et on l'adresse à l'autre. Donc Freud dit, un rêve, c'est toujours adressé, en fait, d'une certaine manière. C'est toujours lié à une adresse. L'interprétation, elle ne se passe pas d'une adresse. Alors, il y a une adresse particulière qui est celle du psychanalyste, parce que lui, il en a fait, si j'ose dire, une expérience clinique et théorique singulière. Mais après tout, et depuis Joseph dans la Bible, les rêves, ils sont interprétés et ils sont toujours adressés. Le pharaon adresse à Joseph son rêve et Joseph, avec l'aide du Tout-Puissant, les interprète. Donc il y a toujours un tiers. Et ce n'est pas forcément un analyste. Après, l'analyste, lui, il a pour fonction, disons, d'écouter, d'être vraiment à l'écoute du rêveur et peut-être de temps en temps de relancer ses associations. Voilà. Mais au fond, profondément, y compris pour Freud, l'interprétation du rêve, c'est un mouvement qui suppose un tiers, mais qui ne peut pas se passer du sujet. Et ne peut pas se passer de l'assentiment du sujet, parce que même si on interprète un rêve contre vous, contre votre idée, contre votre interprétation, alors vous pouvez résister, être dans le déni, tout ce qu'on veut, mais n'empêche que sans que vous vous retrouviez, au fond, au-delà même de la censure, quelque chose comme une motion qui prend cette forme bizarre et crabouillée du rêve, personne ne peut dire de quoi parle votre rêve. Et donc, à ce titre-là, le fait que ce soit seulement déchiffrable par le rêveur, c'est quand même quelque chose d'assez important à rappeler. Alors, du coup, la question des sciences sociales. Et c'est vrai que les sciences sociales, mais ce n'est pas nouveau, Maurice Halbwachs, il a déjà posé la question, il a déjà vu en 1925, c'était un sociologue durkheimien, il s'est déjà intéressé et il a dit que le rêve, il y avait ce paradoxe qui l'intéressait, je pense, je ne suis pas sociologue, mais je pense que tu me diras ce que tu en penses, que le rêve est à la fois coupé du monde, le rêve nocturne, et en même temps, il ne peut pas ne pas traduire quelque chose de la réalité, y compris de la réalité collective. Donc déjà, Halbwachs, longtemps avant Lahire et Mazurel, qui est historien, mais Lahire est sociologue, il me semble que dans les sciences sociales, puis la sociologie, c'est une science qui a beaucoup à voir avec la psychanalyse. Elles sont nées à peu près ensemble, elles ont été l'objet de critiques, d'objections épistémologiques qui ne sont pas complètement déliées l'une de l'autre. Donc que ça intéresse les sociologues, le rêve, moi, ça ne m'étonne pas, au fond. Et les psychanalystes sont intéressés aussi par des questions collectives, parce que même si ce n'est pas le rêve, Freud, il s'est quand même beaucoup intéressé à des questions politiques et collectives de son temps. L'homme Moïse et la religion monothéiste, totem et tabou, il s'intéresse à des questions anthropologiques. Le psychanalyste, ce n'est pas quelqu'un qui est seulement, enfin en tout cas Freud et d'autres après lui, enfermé dans sa petite cahute, dans sa tour d'ivoire d'analyse des rêves à destination de purs sujets qui seraient complètement abstraits de la réalité historique ou politique, pas du tout. Mais le rêve, c'est difficile de dire que ce soit, en tout cas en psychanalyse, une représentation, disons, collective. C'est un peu compliqué. Alors, Lahire et Mazurel, ils font un travail que je trouve à la fois audacieux, mais ce qu'ils disent, pour le rappeler rapidement, peut-être vous l'avez lu, ce livre de Bernard Lahire, qui est paru en 2018, je crois, que s'appelle « L'interprétation sociologique du rêve », en fait, il reprend un peu Freud quand même, et puis il dit qu'il y a quand même différentes insuffisances chez Freud. Il le dit, il critique ce qu'il appelle le triple modèle réductionniste freudien. Il dit d'abord le problème du rêve freudien, c'est qu'il est que infantile, il est trop sexuel et il est événementiel. Et bon, il produit une critique du rêve freudien. Alors, j'ai re-regardé, pour préparer un peu, comme c'est, voilà, je ne parle pas qu'à des psychanalystes ou à des philosophes, je suis allée re-regarder et je me suis dit que, à la fois, c'est intéressant de vouloir faire du rêve un objet pour les sciences sociales, je pense, mais c'est très difficile. Il faut plus que oser, à mon avis, il faut trouver une modélisation. C'est pas évident de penser le rêve dans les sciences sociales. Et sans doute, le rêve, il doit dire quelque chose aux sciences sociales et aux historiens. Ça, j'en suis sûre. Il y a des historiens des sensibilités. Depuis l'école des annales, on fait l'histoire de l'incorporel, de l'immatériel. Pourquoi pas du rêve? On fait l'histoire des goûts, on fait l'histoire des couleurs. Pourquoi on ne ferait pas l'histoire du rêve? Après, quand Bernard Lahire, par exemple, reprend le modèle freudien, et c'est aussi un peu vrai de Mazurel, peut-être un peu moins,
et qui déclare qu'il est insuffisant, en même temps, c'est un peu compliqué. Parce que ce qui m'est apparu en relisant, c'est qu'à la fois, il s'appuie sur le modèle freudien, donc il en tire quand même pas mal de choses, y compris pour lui-même, et puis il fait un procès parfois un peu rapide. Par exemple, quand il dit que le rêve, c'est trop simplement infantile chez Freud, mais je ne sais pas si on s'entend bien sur ce qu'on appelle infantile. Peut-être c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur la différence entre enfantin et infantile. Parce que pour Freud, infantile, ça ne veut pas dire qu'il concerne que l'enfance. Ça veut dire qu'il a été inscrit dans l'enfance et qui est la matrice de la vie même. C'est-à-dire que si on est freudien, tous autant que vous êtes d'une certaine manière gouverné par des notions infantiles, c'est-à-dire qui sont insues, qui sont inconscientes. Mais vous êtes, peut-être vous en rendez compte, peut-être parfois d'ailleurs quand on avance en âge, on se souvient de plus en plus de son enfance. Et donc l'infantile, ça ne veut pas dire juste le temps de l'enfance. Ça veut dire ce qui, dans le temps de l'enfance, a été crucial pour le sujet adulte à venir. Donc, première insuffisance que moi je ne trouve pas complètement convaincante. Les rêves, en tant qu'ils disent quelque chose de l'infantile, ils ne disent pas simplement quelque chose du temps d'avant. Ils disent évidemment quelque chose du sujet adulte. Ensuite, il dit c'est trop sexuel. Le rêve, bon, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit peut-être assez, Anne, mais ce que dit Freud, c'est que c'est des émotions souvent sexuelles. Mais sexuelles, pas au sens d'une sexualité adulte. Freud, il découvre du sexuel, qui n'est pas de la sexualité, mais chez le bébé, c'est-à-dire des expériences de plaisir liées à la succion. Donc c'est ça le sexuel. C'est des expériences qui sont liées, très ancrées, très archaïques, à des expériences de profonde satisfaction. Et qui trouvent, voilà, qui sont ensuite, voilà, qui peuvent trouver une issue qu'on appelle génitale, voilà, pour parler techniquement, mais il n'y a pas que la sexualité adulte génitale. Il y a toutes les inscriptions de plaisir. Donc quand Freud dit c'est des émotions sexuelles qui sont à l'œuvre, il ne veut pas dire la sexualité adulte. Voilà. Et puis, Lahire dit, j'ai regardé de près ces derniers jours, il dit le rêve, c'est aussi des rapports de pouvoir. Mais chez Freud, bien sûr que le rêve, c'est aussi des rapports de pouvoir. Ce qu'on appelle le désir, c'est évidemment immédiatement lié à ce qu'on peut ou pas faire. Quand l'enfant ne reçoit pas les fraises et les groseilles de sa mère, il ressent bien une forme, comment dire, d'empêchement dans sa jouissance, on pourrait dire, et il voit bien là où il est empêché. Donc que les rêves soient aussi le lieu de l'expression d'une résistance à des émotions qui empêchent le sujet, et que les rêves aient à voir avec la violence, le pouvoir, la destructivité que le sujet a en lui-même, qu'il voudrait exprimer, ou que le sujet reçoit, oui, bien sûr, le rêve dit tout ça. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'à la fois, je trouve que c'est très intéressant de vouloir faire du rêve un objet en sciences sociales, je pense que ce serait même très important, mais il faudrait peut-être que les analystes et les sociologues se parlent un peu plus, ou en tout cas essayent de penser ensemble à un... Je pense que c'est très compliqué, hein, c'est très difficile d'y répondre comme ça, mais c'est peut-être pas impossible, mais peut-être que commencer par dire Freud, bon, c'est moyen, c'est un peu faible, et le reprendre en partie, c'est un peu compliqué, ça. Mais Freud lui-même était intéressé par l'histoire, par la société. Bon, Malaise dans la culture, par exemple, ou Totem et Tabou, bon, ce sont bien des ouvrages qui montrent bien combien lui-même était évidemment intéressé par ce qui se passait dans le collectif, dans le mouvement de l'histoire, dans l'histoire des sociétés. Alors, est-ce que, du coup, oui, est-ce qu'il existe des travaux, alors on a évoqué Mazurel, on a évoqué Lahire, mais est-ce qu'il y a des travaux, des corpus historiques qui ont utilisé effectivement le rêve comme une voie d'accès pour la compréhension de ce qui a pu se jouer dans une époque, justement, notamment, une époque historique? Alors, je pense qu'il y a des corpus qui doivent être en train de se monter. Tu parlais de ce que Mazurel fait avec une collègue analyste. Bon. Mais il y a un corpus... alors, c'est vrai que les rêves, c'est immatériel. Et souvent, je ne sais pas, j'ai sans doute rêvé... Je crois qu'aujourd'hui, on sait qu'on rêve toutes les nuits, pratiquement. Hein. On rêve dans certaines parties de la nuit, hein, dans le sommeil paradoxal, dans le sommeil lent profond, si je me souviens bien. Je ne suis pas du tout spécialiste. Mais en fait, les sujets rêvent toutes les nuits. Enfin, et qu'est-ce qui fait qu'on s'en souvient ou qu'on ne s'en souvient pas? Évidemment, ça me brûle, j'ai envie de te le poser. On pourrait se dire avec Freud que c'est la puissance de la censure. Mais
je ne sais pas si les neurobiologistes ou physiologistes seraient d'accord, et donc ça pose le problème des corpus de rêve. Comment? Parce que, mais cela dit, les historiens des sensibilités, ils ont des problèmes avec leurs corpus, avec leurs objets, quoi. Les archives de la sensibilité, du goût ou de l'odeur dans Paris, on peut en trouver la trace dans des romans, mais ce n'est pas évident, l'archive. Et l'archive du rêve, hein, qui est l'archive de l'inconscient, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a des carnets de rêve, il y a des gens qui écrivent leurs rêves, hein, donc on pourrait faire ça, mais il y a un corpus singulier, très intéressant, qui est un corpus de rêve sous le Troisième Reich, qui est le corpus que vous connaissez peut-être de Charlotte Berhardt, qui est une femme allemande, communiste, juive, et journaliste, qui n'est pas du tout une psychanalyste, qui va colliger 300 rêves et publier entre 1933 et 1939, hein, des rêves sous le Troisième Reich. Ça s'appelle, c'est un livre exceptionnel, hein, si vous avez l'occasion de le lire, il a été traduit en français, il a paru chez Payot au début des années 2000, ça s'appelle « Rêver sous le Troisième Reich ». Charlotte Berhardt, ça s'écrit B-E-R-A-D-T, c'est vraiment extraordinaire, d'autant que ce n'est pas des rêves analysés. Hein. Elle ne fait que livrer des rêves, hein, qu'elle a colligés, qu'elle est allée demander aux rêveurs. Donc une certaine catégorie de rêveurs, je crois qu'il y a des rêveurs, il y a des rêves de personnes juives, il y a des rêves de femmes, il y a des rêves... il y a des rêves de peur, ce qu'elle appelle des rêves de peur, de terreur, de soumission, et des rêves de résistants. Et elle livre ses rêves, c'est tout à fait effrayant et aussi, je ne sais pas comment dire, complètement épatant aussi. Parce que ce qu'elle voudrait savoir, c'est comment s'imprime la terreur finalement d'un régime autoritaire comme le régime nazi sur l'expérience des sujets, sur l'expérience intime, onirique de sujets. Et elle ne les interprète pas, elle les donne juste à lire, comme corpus. Et ça, il pourrait y avoir des historiens, peut-être c'est déjà fait, des analystes, certains ont travaillé, mais voilà, ça c'est un corpus tout à fait passionnant, je pense, qui pourrait faire travailler ensemble des disciplines comme, voilà, par exemple, les historiens, les psychanalystes, peut-être les anthropologues. Merci. Alors, évidemment, nous sommes pris un petit peu par le temps. Est-ce que c'est le temps maintenant des questions, si vous en avez dans la salle? Est-ce que... Je ne vous vois pas, mais est-ce qu'un micro circule et est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou faire un commentaire sur ce que... Ici. Je ne vois pas trop. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on peut allumer, peut-être? Voilà. Excusez-moi, ma question serait, je suis où? Vous êtes où? Dans les balcons. Dans les balcons? On ne vous voit pas. Ah, très bien, ça y est, vous êtes localisé. Merci. Le GPS a fonctionné. Oui, c'est ça. J'aurais aimé avoir une idée sur l'éventuelle influence du capital génétique d'un individu sur la nature de ses rêves. Alors, c'est une bonne question pour un neurophysiologiste, je pense. Malheureusement, un analyste ne pourrait pas vous répondre. Voilà. Je ne peux pas vous répondre. À la limite, le capital de ce qu'on a reçu, historique d'un sujet peut-être, sans doute familial d'un sujet, mais son capital génétique, non. Enfin, on sait que tous les mammifères rêvent quand même, hein, pour répondre à votre question. On sait que non seulement les hommes, mais tous les grands mammifères et même les petits mammifères rêvent. On a étudié très en détail, par exemple, le sommeil du chat. Et est-ce qu'on a accès aux rêves du chat, alors? Non, non. Il manque un peu le langage, mais on sait qu'il rêve. On sait du fait de... Comment dire? Ouais, c'est ça, on sait du fait de... Il bouge les pattes. Exactement, il bouge les pattes et on voit les yeux qui... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur devant, là. Monsieur. Merci pour ces notions relatives à l'interprétation. C'est assez confus, hein, dans mes représentations à moi, mais dans la mesure où le rêve se construit par rapport aux relations, vous évoquez la relation aux personnes qui vont entourer le sujet,
Et aussi par rapport à cette question de l'interprétation, quand l'interprétation suppose la présence d'un lecteur ou d'un tiers, au-delà de cette subjectivité, est-ce qu'il y a une forme de langage, une forme de règle, en fait, une forme de structure, quelque chose qui viendrait faire sens commun parmi toutes les formes subjectives? Non, on peut dire non. Il n'y a pas de grammaire universelle du rêve. D'accord. Non. Et Freud dit que chaque rêve est un rêve singulier. Donc les rêves ne s'interprètent pas les uns par rapport aux autres, ils s'interprètent comme coup de dé unique, si j'ose dire. D'accord ? Donc il n'y a pas de grammaire universelle du rêve, c'est pour ça que Freud dit il n'y a pas, il n'y a pas de dictionnaire de symboles à consulter. C'est pas comme ça qu'on interprète un rêve. Après, ce qu'il y a d'universel dans le rêve, ce sont ce que Freud appelle le travail du rêve et les procédures qui mettent le rêveur au travail, le déplacement, la condensation. Freud, dans l'interprétation du rêve, montre comment le rêve est l'objet d'une défiguration. Le rêve adulte est l'objet d'une défiguration parce que le rêveur ne peut pas s'autoriser d'une certaine manière, ne peut pas oser rêver exactement les images qu'il voudrait rêver. Et donc le rêve, pour devenir supportable par le rêveur, va se transformer, va s'écrabouiller, comme je l'ai dit, va devenir plus lacunaire, moins compréhensible. Les rêves les plus absurdes disent ça. Ils sont l'effet, dit Freud, de procédures très strictes qu'il consigne, qu'il appelle la condensation, le déplacement, qui sont des procédures de défiguration, pour qu'en fait l'image des groseilles et des fraises soit complètement, transformée pour devenir pratiquement illisible. En fait, le rêve, c'est comme un message qui vous arrive de très loin, de vous, de nulle part d'autre, qui est suffisamment illisible pour être supportable. Voilà. Donc, interpréter son rêve, c'est avoir accès à la motion qui rend à l'état conscient le rêve un peu insupportable. Parce que, par exemple, quand Freud dit, à la fin du rêve, à la fin de l'interprétation, il dit « En fait, j'ai voulu me venger. Ce rêve est un rêve de vengeance. » C'est pas très beau, la motion de vengeance. Pour des sujets rationnels, voilà. C'est pas très beau de vouloir se venger. Le sujet endormi ne pouvait pas complètement se dire à lui-même sa motion de vengeance, et donc son rêve prend une espèce de détour. Voilà. Mais il n'y a pas de grammaire universelle. On ne peut pas dire si vous rêvez de ci ou ça, ça veut dire ci ou ça. Non, non, jamais. Alors j'enchaîne. Est-ce que le rêve lucide est une forme parfaite de censure ? On ne peut pas dire ça, mais par contre, c'est intéressant cette question parce que le rêve lucide, c'est ce que Freud appelle la fantaisie ou le fantasme. Et ça, Bachelard en parle très très bien. Freud s'intéresse aussi à ça. C'est pas délié de l'inconscient, la fantaisie et le fantasme, surtout que dans le fantasme, il y a les rêveries qu'évoque Bachelard, mais il y a aussi des fantasmes récurrents. Il peut y avoir même des fantasmes sexuels à l'état vigile. Ça arrive à plein de sujets tout à fait banals, ordinaires. Ça leur revient, ça leur remonte, c'est clair. Après, c'est pas la même logique que celle du rêve. C'est pas le même travail, vous voyez. Mais c'est très important la fantaisie pour Freud. C'est très très important. Freud dit que les écrivains, par exemple, ils ont un accès comme ça à leur fantaisie. Ils sont capables de se mettre à leur table de travail, de prendre un stylo et de commencer à, au fond, on pourrait dire fantasmer librement. En général, le fantasme d'un non-écrivain, c'est pas très intéressant. Mais le fantasme d'un écrivain, c'est quelqu'un qui est plus libre d'une certaine manière dans sa rêverie. Mais la rêverie diurne, elle peut quand même prendre, appui sur des objets, des pensées, une photographie, un paysage. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un tremplin. Donc ça s'oriente. Le rêve, vous vous couchez et puis ça commence, quoi. C'est tout à fait différent. Oui. Monsieur. Non. Bon, je vais le dire sur le micro parce que normalement il ne fonctionne pas. Si ? Ça marche ? Ah oui, pardon. Oui, c'est une question par rapport à quelque chose qui n'est pas nécessairement abordé par Freud et la psychanalyse, c'est la relation entre le rêve et la créativité.
à savoir, souvent, enfin, notamment les scientifiques le disent, mais pas uniquement les scientifiques, il y a les scientifiques, les poètes, enfin, tous ceux qui utilisent le travail de l'inconscient de la nuit pour dire le matin, Eureka, j'ai trouvé quelque chose. Et cette créativité-là n'est pas en relation nécessairement avec du refoulement, ni avec le travail. Oui, ça peut se discuter, mais justement, on peut en discuter. C'est un travail qui, un peu comme le travail des enfants qui se font des théories sur la sexualité ou autre, qui est un travail à partir de questions que le scientifique, par exemple, peut se poser, je pense à Einstein, et qui dit, ben, là, je me suis planté, là, Newton s'est planté, voilà quelle est ma théorie sur la relativité. Et là, je ne vois pas très bien sur la relativité quelle peut être la relation avec le refoulement de la sexualité évoqué par Freud. Enfin, question qui... Ah non, mais moi non plus, je ne vois pas sur la relativité, je ne vois pas le rapport. À ceci près, il y a un rapport entre Freud et Einstein quand même, et avec la physique de l'époque de Freud. Parce que parfois, on a fait au freudisme la terrible objection que c'est une science qui repose sur un principe que jamais personne n'a vu. Et ben, Einstein non plus n'a jamais vu un atome. Hein. Donc, et la physique qui le suit, et de la relativité et la physique quantique, repose sur un principe qui est aussi... que personne n'a jamais vu. Hein. Donc, juste pour une petite plaisanterie. Après, c'est pas à ça que tout dans ce qu'on appelle, dans ce que Freud appelle la secondarisation, c'est-à-dire les processus de conscience, de vigilance, de création intellectuelle, n'est pas lié au refoulement sexuel infantile. Enfin, l'est très lointainement, mais c'est pas la question. Freud n'est pas idiot. La seule chose, c'est que vous parliez du rêve. Or, Freud, il parle du rapport entre rêve et création quand même. Il en parle un peu, surtout quand il parle des rêves inventés des écrivains. Il dit les rêves dans les livres, il parle d'un livre de son temps qui met en scène un rêve, le livre de Jensen qui s'appelle Gradiva, et il s'intéresse beaucoup parce qu'à l'intérieur de ce livre qu'il étudie, Freud, un livre contemporain, il y a un rêve. Et Freud dit, ça m'intéresse les rêves des écrivains, les rêves inventés, quoi, les rêves romanesques. Parce qu'il dit, en fait, les rêves romanesques ont la même structure qu'un rêve, un vrai rêve. Au fond, même si vous inventez un rêve en tant qu'écrivain, ce qui fait le matériau du rêve, c'est un peu étonnant, il faudrait le temps d'en discuter, c'est quand même quelque chose qui n'est pas délié du rêve, de ce qu'est la structure même du rêve. Donc, c'est difficile de vous répondre comme ça. C'est sûr que le rêve, c'est une puissance, c'est une énergie extraordinaire, le rêve. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, on se réveille et on est un peu KO sous l'effet d'un rêve. Qu'il ait été violent d'ailleurs ou pas. Il y a des impressions de rêve qui sont très puissantes, il y a des images très puissantes, il y a une énergie psychique dans le rêve qui est extraordinaire en fait. Et dont sans doute des créateurs, des écrivains, des scientifiques font quelque chose, bien sûr. C'est pas sans rapport. Merci beaucoup Isabelle, on doit clôturer cette conversation. À tout à l'heure, bon déjeuner.